Allez, je prends la main, c'est parti. Bon, mais c'est parti pour vous endormir pendant 45 minutes. On va parler un peu de testant, mais pas tant que ça. On va essayer j'ai essayé de revamper un peu ma présentation que j'ai fait au GLA Summit l'année dernière. Donc, si vous voulez vraiment du testant à fond et que vous êtes aussi fou que moi, ben, je vous invite à aller voir la vidéo du GLA Summit. Sinon, aujourd'hui, on va faire un peu de testant, mais aussi du LabVIEW. Et donc, on va partir sur la présentation. J'espère que vous voyez mon écran. C'est bon? Ouais? Non? Oui? De l'autre côté, c'est bon. Ok. C'est Bon, bon. on va dire que c'est bon. Ok, all good. Euh, vous m'avez déjà croisé sur différentes autres présentations avant ou dans les commentaires. Donc, c'est Gandhi pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour les autres, je suis déjà connu. Je suis testant d'architecte, la vue architecte depuis peu, la vue champion. Et puis, on va parler aujourd'hui d'un outil qu'on a créé chez Neosoft qu'on appelle le DQMH Test Identifier. Puis, on va essayer de regarder à quoi ça sert et surtout les différentes étapes, comment ça fonctionne. Donc, on va essayer de regarder un petit peu à l'intérieur comment ça tourne. La petite slide obligatoire. Neosoft Technologies, on est basé à Montréal. Au Québec, Canada, voilà, donc il n'y a pas que Céline Dion ici, il y a aussi Neosoft. Fondé en 2000, 10 employés. On a pas mal tout le monde qui est certifié sur sur les différentes certifs que NI propose. J'ai oublié CPI, mais on a un CPI et un CLED qui est en cours. On fait principalement des systèmes de mesure et de validation pour l'aéronautique, automobile, énergie, etc. Un peu de tout. Il y a juste la partie RF qu'on touche pas tant, mais pour le reste, jusqu'à la vision, on le fait. Et puis, on fait aussi des systèmes de tests en production, donc carte électronique à tester, bandes de tests diverses et variées en prod. C'est partie de nos compétences. Et puis donc, on va essayer de regarder très rapidement l'interaction des QMH testant. Je vais juste relister vite fait les pros et les cons d'utiliser des QMH dans TestStorm. Encore une fois, si vous voulez avoir un peu plus de détails là-dessus, je vous invite à aller voir ma présentation déjà faite pour le GLA Summit, qui doit être sur YouTube. Je vais vous présenter l'outil des QMH Test Identifier. Donc, qu'est-ce que ça fait? On va juste essayer de prendre un module des QMH ensemble et de le passer à travers l'outil, puis voir ce que ça nous donne. Et puis après, on va essayer de descendre un petit peu dans l'outil et voir pourquoi on fait toutes les étapes qui sont listées ci-dessous. Vous verrez qu'on valide un module, on crée une source distribution, on fait des modifications par via scripting, on crée une PPL et on va jusqu'à la création d'un fichier séquence avec l'API TestStorm. Et puis, on va essayer de passer à travers des petits bouts de code comme ça, puis voir les choses relativement notoires qu'on a pu découvrir tout au long de la création de cet outil. Plutôt que ce soit une présentation monolithique et que je déroule mon monologue et que tout le monde s'endorme d'ici 5 minutes, je vous invite à m'interrompre, à lever la main, puis je vais demander à l'équipe du Luge de m'interrompre si je vois pas de quoi, pour poser des questions en cours de route. Ça vous maintiendra sûrement un peu plus éveillé que juste m'écouter pendant 45 minutes. Donc surtout, n'hésitez pas à interrompre et à poser vos questions en cours de route. Alors, des QMH et test stand. Pourquoi on voudrait utiliser des QMH et test stand? C'est une bonne question. Une des idées principales ou de pourquoi on fait des modules des QMH, nous, chez Neosoft, et qu'on les combine dans TestStand, c'est quand on veut faire des tâches asynchrones dans TestStand. TestStand, je ne vais pas refaire une présentation de TestStand, mais très rapidement, TestStand, ce sont des steps qui s'exécutent les uns après les autres dans une séquence, et puis souvent les choses sont séquentielles. Mais on peut vouloir faire tourner des choses en tâche de fond, faire une acquisition continue, sauvegarder des fichiers au fur et à mesure que des choses arrivent dans une séquence, faire la surveillance de procédés pour s'assurer qu'au cours de la séquence, on n'ait pas des variables qui dépassent, par exemple, certaines limites, mais vraiment en cours de route et non pas en cours de test.
Donc, toutes ces tâches asynchrones sont assez simples à réaliser directement avec un module DQMH. Alors, c'est possible pour les puristes test stand de le faire également directement sous test stand. Ça demande un peu plus de compétences. Donc, c'est relativement facile de le faire avec des QMH. On peut vouloir aussi faire du debug en continu. L'avantage et une des grosses forces de des QMH, c'est de proposer un testeur. Donc, on est capable d'aller voir ce qui se passe, ou en tout cas, deviner via le testeur ce qui se passe à l'intérieur de notre module DQMH, pour peu qu'on ait les bons broadcasts. Eh bien, on va pouvoir utiliser le testeur également via test stand. Puis on verra qu'il y a des petits pièges par rapport à ça dans test stand. Et puis tout bêtement, on veut pouvoir réutiliser notre code. On a bien du monde qui a commencé à faire son code sous la view, puis qui s'aperçoit que finalement, mon code, la view, mon application, ce serait bien que je la passe dans test stand pour toutes les qualités que peut avoir test stand. Mais je ne veux pas réinventer tout le code que j'ai fait. Donc, j'ai des modules des QMH qui sont là. Je veux pouvoir les réutiliser pour ne pas avoir tout strippé et puis à recaler dans notre séquence. Donc tout ça, c'est les bonnes excuses, entre guillemets, pour utiliser des QMH dans test stand. Par contre, il y a quelques problèmes qui viennent avec cette utilisation-là. Pour lancer un module des QMH, dans la view, pour tous les utilisateurs, en tout cas des QMH, le savent, on a quelques règles de base ou des choses qui sont conseillées pour lancer un module. En tout cas, on a quelques architectures pour ça. Et puis, on a basiquement 2 steps qui sont un launch et un sync en DQMH. Alors, en la view, c'est pas bien compliqué. On a notre architecture dont on a l'habitude, on est en train de glisser nos 2 VI, on les connecte très souvent autour d'un nœud d'enregistrement d'événements. En testant, ben, c'est 2 steps à mettre. Donc c'est un petit peu plus, c'est pas beaucoup plus compliqué, mais c'est un peu plus d'action à faire. Il faut relier une variable entre les deux pour pouvoir passer la synchronisation, etc. Ou alors il faut faire un VI wrapper autour de tout ça. Enfin bref, on amène un tout petit peu de complexité ici. Bon, il faut déjà se poser les questions de comment je fais pour lancer mon module. Également dans TestStorm, quand je commence à faire une action qui est dédiée à un code, la view, on est obligé d'attendre que l'adapteur la view, c'est-à-dire que le code finisse de s'exécuter dans la view pour que TestEnd reprenne la main. Sauf que nos opérateurs, eux, ils ont le bouton TestEnd sous la main, ils n'ont pas un bouton la view. Donc quand ils veulent arrêter la séquence, ils veulent pouvoir l'arrêter tout de suite, sauf que TestEnd est incapable d'arrêter un module tout seul. Il est obligé d'attendre en réalité que le module revienne, lui laisse la main. Et donc, il y a des moments où en DQMH, je peux être bloqué, par exemple en attente d'une réponse. Je fais un request and reply, j'ai un timeout de base de 5 secondes dans DQMH. Quand mon banc de test prend feu, 5 secondes, c'est long. C'est très long même, pour ceux qui ont déjà eu cette expérience-là. Donc, je veux pouvoir arrêter mon code, mais en plus, si j'ai changé mon timeout pour mettre à 30 secondes, c'est encore plus long. Donc là, la bâtisse prend feu, puis voilà. On ne pourra pas blâmer des QMH à cause de ça, parce qu'il y a un test identifier, justement. Donc, c'est ça. Il y a une petite notion à regarder aussi ici au niveau du blocage d'exécution. La gestion d'erreurs. Elle est importante dans des QMH. Quand on fait du DQMH, on a par défaut un endroit où on doit gérer nos erreurs. On a un mécanisme aussi qui nous permet de trapper l'erreur et puis de venir enqueuer un ordre spécifique pour pouvoir aller à un endroit particulier de votre MHL pour pouvoir traiter l'erreur. Sauf que dans Testant, il nous faut aussi gérer l'erreur. Donc, on n'a maintenant plus une seule place pour gérer les erreurs, on en a 2. Il faut gérer au niveau du module ou il faut gérer au niveau de TestStand. Bien souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens qui utilisent des QMH dans TestStand, ils gèrent au niveau des QMH, mais pas au niveau TestStand. J'ai un petit problème. C'est TestStand ici qui est le maître d'orchestre. Il faut qu'il sache qu'il y a une erreur et il faut qu'il soit capable de réagir par rapport à ça. Donc maintenant, j'utilise des QMH avec TestStand, mais zut, j'ai 2 endroits où il faut que je m'occupe de l'erreur.
On a également le testeur qu'on veut utiliser absolument parce que c'est une des forces de DQMH, sauf qu'un testeur, quand vous le lancez, il bloque l'exécution. Vous l'avez déjà lancé un testeur, vous de votre côté sous LabVIEW, il ne s'arrête pas de s'exécuter jusqu'à temps qu'on l'arrête nous-mêmes, qu'on appuie sur la croix. C'est-à-dire que le VI est une boucle while sans fin, jusqu'à temps que l'utilisateur décide de le faire. Si vous mettez le VI de testeur directement dans une séquence test stand, vous bloquez votre séquence test stand. Puisque testant va attendre que LabVIEW revienne, mais LabVIEW ne reviendra jamais. LabVIEW reviendra quand vous aurez fermé votre testeur, mais si vous avez fermé votre testeur, vous ne pouvez plus le voir. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. On a une problématique, là. Comment on fait pour utiliser un testeur de façon correcte dans TestStand? Et le dernier n'est pas des moindres, pour ceux qui font du test-stand, multi-socket, donc qui utilisent des tests sous forme de batch ou parallèle. Ce qu'on aime bien faire dans TestStand, c'est relier ce qu'on appelle le test socket index à un emplacement physique sur notre banc de test. Alors, il y a un truc qui est super pratique en TestStand, c'est qu'on a un module ID. Alors, si j'ai un petit module des QMH qui est relié à la communication avec mon UUT, il faut que je retienne ce module ID-là. Malheureusement, le module ID dans des QMH, je vais en parler un peu plus dans la vidéo sur OGLA Summit, le module ID en DQMH, c'est un feedback node. Donc, en fonction de comment vous arrêtez ou comment vous gérez votre module DQMH au niveau de vos sockets, le module ID risque d'incrémenter sans jamais retourner à 1, d'ailleurs, non pas à 0, mais à 1, pour un module clonable vraiment utilisé en tant que module clonable. Et donc, vous perdez complètement le lien avec le test socket index. Et TestStand nous fait aussi des blagues. Les tests socket index ne sont pas lancés forcément dans l'ordre dans TestStand. Donc là, on commence à avoir des problématiques pour, depuis une socket TestStand, parler au bon module des QMH. Donc là, on a des petits défis qu'on voit. Et puis, on a essayé, nous, à partir de ces défis-là, de créer un outil qui nous permet de supprimer un peu tous ces désagréments et de pouvoir utiliser le module des QMH sans trop de problèmes dans TestStand, un outil qu'on a appelé des QMH TestStandifier. Ce que je peux faire, c'est passer directement à une toute petite démo pour que vous compreniez un peu mieux ce qui se passe. Si je trouve la bonne touche. Et puis, on va passer là. Alors, on va créer tout simplement, là, c'est une création de projet des QMH. On va créer un petit projet des QMH avec 2 modules à l'intérieur. Donc, j'ai préparé ça rapidement, mais vous voyez, j'utilise directement le wizard qui me permet de créer 2 modules de base. Donc, je fais rien de fou. Et vous verrez que je ne vais pas adapter grand-chose dans mes modules des QMH avant de passer mon outil. Hop, on revient par ici. Le module le plus intéressant qui va être à travailler, ça va être MyClonable module. Juste pour le fun, on va juste rajouter un événement pour vous montrer que c'est pas une vidéo et que c'est pas préparé spécifiquement. Je prends le risque de faire la démo live, donc en général, quelque chose va planter. Hein. Donc, restez bien attentifs, ça devrait planter d'ici pas tard. Hop. Là, il y a des gens du consortium, donc je mets une description, évidemment. J'espère bien que tu mets une description. Non, ça, en plus, elle ira dans Antidoc après. J'ai mon quick drop qui va me prendre du temps, j'aurais peut-être pas dû faire ça. L'idée, c'était juste d'y aller simplement. On va attendre qu'il arrive quand même. Voilà, merci. Je vais juste poser 2 contrôles bêtes et méchants. Voilà. OK, on va laisser travailler. Le scripteur, donc là, je viens de créer une requête avec une réponse qui s'appelle luge. Et puis, hop, on fait quoi? Puis comme je fais les choses comme il faut. Et on va créer un indicateur là, pardon, on va créer un contrôle. Alors, vous m'excuserez, je ne vais pas le faire aussi propre que je le ferai évidemment dans les applications pour mes clients.
C'est juste pour pas passer énormément de temps dessus. J'ai un module qui roule. Normalement, hop. Module ID ici. Et ici, on va juste répondre à ça. Puis ici, on se passe ici. Voilà. Je fais juste un petit code rapidement fonctionnel. Rien de fou. Évidemment, pour vos propres modules, vous aurez votre code à l'intérieur qui va marcher. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le test identifier. Le test identifier, vous le retrouvez sur VIPM d'ailleurs. Hein, donc, il est gratuit. Vous le téléchargez sur VIPM. C'est un petit peu long. On ne va pas faire la démo de téléchargement sur VIPM. Je pense que tout le monde sait l'utiliser aujourd'hui. Et puis, vous aurez cette insertion qui va arriver là dans la vue et qui va lancer le test identifier. On travaille sur un projet dans le test identifier. Donc, il va me demander un projet. Hop. Je vais prendre Luge. Et j'ai un bouton bête et méchant. Ici, j'ai de la configuration. On en parlera un peu plus tard. Vous verrez pourquoi on a de la configuration. Un petit manuel rapidement, mais on peut appuyer sur Test Identify. À partir de Test Identify, on vient regarder les modules que vous avez à l'intérieur de votre projet. Donc, si vous avez 200 modules, impeccable, on va en trouver plein. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de travailler sur le clonable. Le clonable a un peu plus de spécificité, donc on va aller Test Identify module. Et là, on commence à voir que le test identifier va travailler pour vous. Il va valider le module. Ça, j'en parlerai un tout petit peu après. On va essayer de vérifier que le module est valide d'un sens DQMH, au sens des QMH des choses. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'il n'y a pas des choses qui ont été faites par les utilisateurs qui casseraient le comportement normal d'un module des QMH. La validation, quand on a créé le module, elle n'était pas là. Et évidemment, on a un client qui est arrivé et qui a dit hey, j'ai des modules des QMH, je veux faire des systèmes testants. Est-ce que vous pouvez m'aider pour ça? Oui, on a un outil. Et notre gentil client nous avait à peu près tout cassé dans les modules des QMH. Il n'y avait plus les labels des QMH bonne place. Les connecteurs d'erreur étaient enlevés, remplacés par des erreurs ring un peu partout, etc. Enfin, bref, un truc de fou. Donc, la validation nous permet de faire un paquet de choses et s'assurer qu'on travaille sur un module des QMH qui est correct. Ensuite, on crée une source distribution. Et ça, j'en parlerai un tout petit peu après aussi, parce qu'à la base, on ne veut pas modifier votre code à vous. Votre code à vous, on va le laisser tel qu'il est. On ne va pas y toucher. Donc ça, c'est bien parce qu'on ne va pas faire d'insertion sous Git ou de fausses traces sous Git. Et à partir de la source distribution, là, on va commencer à modifier ce qu'il y a à modifier dans votre module des QMH pour l'adapter à son utilisation sous test stand. Et une fois que tout est bien modifié, tout est correct, on va construire une pack library. Donc, on va faire une LVLIP. Ça, pour les utilisateurs test stand, c'est pas mal intéressant parce que si je ne fais pas une LVLIP et que j'ai un système testant qui appelle des codes LabVIEW, quand vous allez faire un déploiement, Testant va faire un dossier énorme avec tous les VI qui sont à plat. Donc, avec toutes les bonnes problématiques de collision de noms qui vont arriver. Et puis, vous avez j'ai déjà vu des dossiers avec des milliers de VI là-dedans à plat. Là, c'est comme affreux. Le fait de faire la LVLIP, ben, vous faites un code module qui est comme relativement bien identifié et puis qui est contenu dans un seul fichier. Vous allez avoir des déploiements qui vont être beaucoup plus propres. Et une fois qu'on a créé la séquence, qu'on a créé la PPL, on vient mapper tout ce qu'on a besoin dans une séquence test stand. Qu'est-ce qu'on récupère à la fin? On récupère ces trois items-là. Un log de la construction de la PPL. La plupart des erreurs qu'on a eues en créant l'outil sont sur la construction de la PPL. Donc, quand il y a une problématique, en général, on le retrouve au niveau de la construction de la PPL. Activer le log. Alors, nous, on l'active de base dans le test identifier. C'est un conseil que je me permets de donner pour tous ceux qui font des PPL. Activez le log dans vos builds. C'est fou ce qu'on trouve là-dedans et qu'on ne trouve pas dans l'app builder. On a la fameuse LVLIP qui correspond à mon module cloné. Donc, si je l'ouvre, on voit que
hop, c'est bien une LVLIP qui correspond au module qu'on a fait tout à l'heure et qu'on a modifié tout à l'heure. Et puis, j'ai une séquence testostande qui a été créée et qui vient mapper un peu tout ce qu'on a. J'aurais dû ouvrir test en avant. Tout ce qu'on a dans notre LVLIP. Lancer. On va se loguer. Et voilà. Et donc, j'ai tout un tas de séquences que vous voyez sous la droite qui correspondent finalement à tout ce que je peux faire avec mon module DQMH. Donc, j'ai des séquences qui vont me permettre de démarrer mon module, de lancer mon testeur. Je vais retrouver toutes les requêtes que j'ai de disponibles. Je vais pouvoir montrer mon panel, hide panel, etc. Et on fait tout ça sous forme de séquence call. Donc, quelqu'un qui va vouloir utiliser finalement le module DQMH fera pas du tout de LabVIEW. Il va juste appeler des séquences call. Donc, pour quelqu'un qui ne fait pas de LabVIEW du tout, on peut lui donner. Et il va pouvoir appeler ces séquences directement sans penser spécialement à ce qui se passe dans LabVIEW. On va également ajouter un endroit pour faire votre gestion d'erreur. Donc, on disait tout à l'heure, je ne peux pas faire la gestion d'erreur pour vous, on peut pas la faire pour vous. Par contre, on vous crée un placeholder, on vous crée un endroit où vous pouvez gérer finalement votre erreur dans testostand. Et puis pour toutes les requêtes qu'on va vouloir utiliser dans testostand, on voit ici que l'appel du VI qui provient de la LVLIP, dès que ça va vouloir se charger ici, donc on a mappé la LVLIP ici, on voit qu'on a un LVLIP là, ont été calés dans les bons séquences call et tous les paramètres correspondant aux entrées-sorties nécessaires sur votre VI ont été, 1, créés au niveau des paramètres de votre séquence, 2, directement mappés. Donc, vous vous occupez de rien au niveau connexion, LabVIEW, testostand. L'outil va faire tout ça pour vous. Puis je vois Sébastien qui met un message qui est intéressant dans le chat qui dit la séquence fait office d'abstraction. Exact, on fait office d'abstraction LabVIEW pour le coup. Alors, on ne fait pas office d'abstraction DQMH parce qu'il faut savoir un petit peu comment fonctionne le module DQMH derrière. On retrouve finalement un comportement DQMH dans les séquences, mais on fait une abstraction LabVIEW où on vient plus s'occuper de ce qui se passe dans LabVIEW. Et puis, notre fichier séquence, finalement, il ressemble à une librairie, finalement. Voilà. Donc, on a fait une librairie testostand directement avec le test identifier. Donc, ça, c'est un peu la démo de ce qu'on peut avoir, avec le test identifier et à travers toute la constitution de la LVLIP et de la séquence correspondante. Je ne sais pas si c'est une vraie question qui arrive dans le chat. Là, on met un séquence contexte pour aller piocher notamment le test socket. Alors, il va y avoir un séquence contexte, oui, mais non, pas pour aller piocher le test socket. Ça s'est fait autrement. Je peux vous montrer ici, on en reparlera un tout petit peu après, mais on peut regarder ce qu'il y a dans la LVLIP. Le séquence contexte, on l'utilise ici. Et puis, on va en parler un peu après parce que je rajoute un testant de monitor, un execution monitor au niveau de la requête. Je vous disais tout à l'heure que si une requête dure 30 secondes parce qu'on a modifié le timeout, je vais être bloqué pendant 30 secondes dans testant, puis je ne vais pas pouvoir appuyer sur mon bouton stop, là, mon banc de test va prendre feu et puis ça ne va jamais s'arrêter. Pourquoi c'est comme ça en DQMH? En réalité, il faut descendre dans le code DQMH pour le comprendre. Le timeout, en réalité, il est géré par cette attente de réponse qui est un notifier ici. C'est une primitive LabVIEW. Elle avale le timeout de base. Donc, de base, il n'y a pas cette boucle for, il n'y a pas tout ça. Hein. Tout ça, c'est test identifier qui le rajoute. Le notifier avale le timeout et puis c'est lui qui attend. Donc, il ne revient jamais. Ce n'est pas une boucle qui est vérifiée de temps en temps, etc. C'est la primitive qui est bloquée avec ça puis qui attend le timeout. C'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez dans le notifier ici, depuis testant, c'est impossible de sortir de là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre le timeout que vous avez dans votre module DQMH. Donc, c'est vraiment celui que si vous avez réglé 30 secondes, c'est le 30 secondes, il va être là-dedans.
On vient le découper en morceaux de 100 millisecondes. Donc ça, c'est une fonction que le test identifier rajoute. Et on vient faire des morceaux de 100 millisecondes ici. Donc si vous avez mis un nombre non entier de morceaux de 100 millisecondes, le dernier élément va être vraiment le nombre de millisecondes que vous voulez attendre à la fin. Et on vient regarder toutes les 100 millisecondes. Hey, j'ai une réponse ou j'ai pas eu de réponse? Ou est-ce que ma séquence testante veut s'arrêter? Donc, à partir de là, en réalité, au moment où j'appuie sur le bouton stop, mon opérateur voit le banc qui prend feu, puis il appuie sur le bouton stop. Ça met au maximum 100 millisecondes à sortir de là et non plus 30 secondes. Donc, ça, c'est bien. On n'a plus la bâtisse qui prend feu, seulement le banc de test, c'est foutu quand même, mais que sur les 100 millisecondes. Donc, ça fait partie des petites modifications que vous n'avez pas à vous occuper au moment où vous développez votre module des QMH, et le test identifier va faire tout ça. On va reprendre juste la présentation. Et puis, on va essayer de passer à travers tout ça, à travers toutes les étapes, en vous montrant des bouts de code finalement sur pourquoi on a fait ça et puis comment on l'a fait finalement. Je vous disais tout à l'heure qu'on fait une validation, en tout premier lieu, on fait une validation du module des QMH. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que le module des QMH soit fait correctement. Typiquement, on a ce timeout, comme je vous l'ai montré là tout de suite dans la requête. On a le timeout, il faut qu'on le trouve, et puis il faut qu'on insère entre le timeout et notre boucle for notre fonction qui découpe le timeout en morceaux de 100 millisecondes. Il faut qu'on crée une boucle for aussi autour du notifier, etc. Donc, on a des endroits où il faut trouver de quoi. Il faut qu'on scanne en réalité tous les codes qui ont été faits par le scripteur des QMH. Et on a des clients qui effectivement nous avaient fait des petites surprises. Pour la petite histoire, on a donné ça à un autre des QMH Trusted Advisor pour qu'il le teste en Australie. Et Stuart, qui est en Australie, m'est revenu, il me dit, mais ça marche pas ton truc. OK, commence à transpirer, comment ça marche pas ton truc? Ah ben, j'ai essayé de faire toutes les erreurs du monde. Toutes les erreurs du monde ont fait planter ton outil. Ah, OK. Donc, soit on passait à travers toutes les erreurs du monde et puis on essayait de faire un patch en réalité pour essayer de contourner toutes les erreurs possibles. C'est impossible. Cette personne en Australie a été très, très inventive. Je peux dire ça comme ça. Donc, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas essayer de trouver tous les contournements possibles que tous les gens pouvaient inventer. Donc, on a dit, non, on va utiliser directement le validateur. On a un outil en DQMH qui est là pour vérifier qu'un module DQMH est correct. On va vouloir l'importer. Alors, l'API des QMH, elle est un peu cachée. À chaque fois que vous installez des QMH, elle va être là sur votre PC. Peut-être Olivier va me contredire, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation sur cette API-là, puis comment ça fonctionne en réalité. Donc, ça a été un peu d'essai-erreur. Alors, en étant Trusted Advisor, on a quand même un canal de communication privilégié avec le consortium qui maintient un peu tout ça. Donc, je vous avouerai que ça n'a pas été non plus trop dur pour nous à trouver où étaient cachées ces choses-là, mais il faut pouvoir les importer dans le test identifier et puis pouvoir le gérer. Alors, ici, typiquement, si vous voulez utiliser le validateur dans vos applications, peut-être futures, voici le code qu'on utilise, nous, à l'intérieur du test identifier et qui permet de lancer le validateur et de passer finalement le projet sur lequel vous travaillez à l'intérieur du validateur. Alors, vous voyez que c'est pas un simple VI à appeler, hein, il y a 2-3 petits trucs à se connecter, etc. Mais ça c'est une des parties sur lesquelles il y a de l'insertion et un petit peu de recherche pour arriver à faire fonctionner les outils des QMH ailleurs que dans les scripteurs des QMH. L'autre point important, désolé, c'est le facteur, c'est la création d'une source distribution. Pourquoi on crée une source distribution? Un des gros avantages de DQMH, c'est que le code se suffit à lui-même. C'est-à-dire que vous prenez un module DQMH que vous avez fait, vous le transportez dans un autre module, dans un autre projet, pardon, ou même carrément sur un autre PC sur lequel il n'y a pas du tout DQMH installé, votre module va quand même fonctionner. C'est-à-dire que votre librairie de modules
est complètement autonome. Donc ça, c'est super. On va pouvoir faire une source de distribution à partir de là parce que finalement, votre librairie des QMH, elle, déjà, elle se suffit elle-même. Ça va être facile de créer la source de distribution. Mais l'intention particulière, c'est de ne pas modifier le code d'origine. Donc, on veut travailler à partir de ce que vous avez fait, mais sans modifier votre code d'origine. Et comment je m'assure que, bêtement et simplement, au début, j'ai fait un copier-coller. Avec la view, j'ai fait copier la librairie et puis scaler dedans, coller. Ça marche pas. Ça marche pas bien. Vous avez plein de dépendances qui vont pas suivre. Vous allez avoir du cross-linking. Vous allez avoir, bref, toutes les choses à laquelle on est passé à travers. Copier-coller un module des QMH, ça ne suffit pas pour pouvoir ensuite en faire une PPL. Donc, l'idée, c'est de faire la source distribution. Ici, j'ai mis attention à Inception. Un des problèmes, entre guillemets, qui découle de ça, c'est que si vous avez un module des QMH qui appelle un autre module des QMH, quand vous allez faire la source distribution, l'autre module des QMH va se retrouver dans la source distribution. Et là, le test identifier va commencer à embarquer des modules des QMH dans juste le module des QMH que vous vouliez. Et vous allez commencer à avoir des modules un peu partout dans des LVLIP, etc. Donc, ça fonctionne, mais vous allez manger votre mémoire pour pas grand-chose, puis après les faire communiquer entre eux, ça risque d'être problématique. Dans Testant, et quand on utilise le test identifier, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un module, une responsabilité, voir votre module un peu comme si c'était une classe, en réalité, qui n'appelle rien d'autre. Et la colle, l'intelligence, c'est test stand. Donc, ayez des modules monolithiques le plus possible, et ça va mieux se passer. Il y a des techniques pour utiliser le test identifier sur des modules qu'on appelle d'autres. Ça, si vous avez cette problématique-là, on peut en discuter après. Créer une source de distribution, c'est pareil. On fait appel à l'App Builder. Alors, l'Application Builder en LabVIEW a une API. Pour ceux qui ont déjà essayé d'utiliser l'API App Builder, c'est de laisser erreur en réalité. Il n'y a pas de documentation vraiment beaucoup. Je crois que j'avais pour l'API du DQMH. Pardon? Je confirme. Encore moins de documentation que pour l'API du DQMH. Encore moins, exact. Je crois que c'est Mathias quand même qui m'a un petit peu aidé là-dessus en me pointant vers. J'ai eu quelques questions, là, donc j'en profite qu'il est là pour lui dire merci au passage. Mais la builder, c'est vous avez un tas de fonctions, vous les jetez sur votre diagramme, vous faites run, puis vous commencez à prier, puis on va finir par vous entendre à un endroit quelconque, et ça va finir par marcher. Je me permets de vous montrer un petit peu ce qui se passe dessous. Voilà comment nous, on a fait pour faire une source distribution. Ça reste juste une copie d'écran dans un PowerPoint, mais ça fait partie des choses sur lesquelles nous, on a passé du temps. Et puis, c'est intéressant de voir en réalité comment on fait ça. Donc, il y a une API. Okay. J'ai voulu me démuter et j'ai raccroché au final, mais j'ai une présentation en iWeek en effet sur plusieurs cas d'utilisation du Application Builder de ce niveau d'API-là sur mon site studiobots.com. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc, shameless plug, et t'as bien fait, parce que c'est ce qui nous a aidés. Donc, c'est effectivement bien parfait. Ça fait partie des choses qui nous ont aidés à créer ça, parce que vraiment, il y a comme rien du tout. Une des problématiques, par contre, qu'on a trouvé après, au début, le test identifier, on voulait faire un exécutable et puis le réaliser sous forme d'exécutable. Quand vous prenez l'API pour construire des choses, LabVIEW, vous ne pouvez plus embarquer votre code dans un exécutable, ça refusera de compiler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un tools LabVIEW qui roule à partir de sources, notamment à cause de ça. Ensuite, on fait une modification par VI scripting pour venir insérer les séquences contexte, venir insérer les monitoring d'exécution test stand, les modifications de timeout, etc. Et vous verrez juste après le changement de génération de module ID. Donc, VI scripting à fond. Le lien qui nous permet de faire la colle entre testand et LabVIEW, c'est un ajout de séquence contexte, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure.
On crée des VI launchers, donc on a créé des wrappers autour aussi des VI de base des QMH pour pouvoir aider le lancement d'un module dans Testand, etc. Et on utilise le VI scripter pour modifier légèrement la librairie. Notamment, on insère le testeur dans la lib, dans la lib du module des QMH avant de faire la LVLib. Ça vous permet d'avoir le testeur directement dans la LVLib, de pouvoir l'appeler depuis TestStand. Il ne vit pas à côté de la LVLib, comme c'est le cas quand on crée un module des QMH de base. Notamment, ça c'est un petit code là, bête et méchant, qui montre une des modifications qu'on fait par VI Scripting, qui est justement l'insertion d'un VI dans une librairie. Croyez-le ou non, j'y ai passé quelques heures, malheureusement. Pour trouver un bout de code qui me permette de faire ça bien comme il faut, qui ne fasse pas cracher LabVIEW, donc là, c'est donné. C'est pas évident. Et ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est qu'une librairie référence les VI qu'elle contient, mais un VI a aussi un lien vers sa librairie parent. Donc, si vous essayez juste d'ajouter finalement un item dans une librairie et vous sauvegardez la librairie, vous allez vous retrouver avec un espèce de truc tout cassé. Donc, la librairie dans LabVIEW va voir le VI, mais le VI va dire qu'il ne fait pas partie de la librairie et commence les maux de tête. Donc, il faut juste bien penser à sauvegarder le VI une fois qu'on l'a mis dans la librairie. C'est aussi bête que ça, mais alors pour trouver l'information, je me rappelle avoir galéré un peu. Donc, ça fait partie des choses que... Oui. Il y a une question de Sébastien dans le chat. Oui. Si tu peux la lire. Oui. Le code modifié, est-ce qu'on le met sous Git ou pas? Ah, oui, quelle bonne question. Moi, je dis non. OK. Oui et non. Le build que fait le TestAndifier ne devrait pas être sous Git. OK. Par contre, quand je fais un système TestStand, j'ai mes séquences et j'ai mes codes modules. Ma PPL et ma séquence créée par le TestAndifier deviennent des codes modules, c'est-à-dire des dépendances de ma séquence. Là, ils ont un emplacement spécifique dans mon développement Testand sur mon disque, etc. Eux vont aller sous Git. Donc, ce n'est pas mon build en tant que tel que je mets sous Git, c'est comme un copier-coller ou en tout cas un couper-coller que je fais et que je mets au niveau de TestStand. Donc, la question de Sébastien, elle est un peu à double tranchant. Oui, ça va finir par aller sur Git, mais ce n'est pas la sortie du TestAndifier qui va sur Git. Donc, ça, c'est des modifications par via scripting. Là, cet exemple-là, c'est juste pour vous montrer, alors ça fait tout un tas de choses, c'est juste pour vous montrer que si vous regardez une partie du code du TestAndifier est open source, vous pouvez le regarder. Ça fait partie des choses open source. Pour ceux qui ont fait du VI scripting, c'est affreux. Je me mets en danger quand je mets ça. Pour moi, je considère ça comme un code pas propre. Et qui fait 53 écrans de long. Là, ça a été réduit par le copier-coller, etc. J'ai dû le couper pour le faire rentrer quand même sur la slide. Le VI scripting est assez affreux au niveau de la qualité intrinsèque de votre code, la vue qui fait appel à du VI scripting. Donc bravo aux ninjas du scripting, bravo aux gens qui maintiennent des QMH par VI scripting et qui font toutes les automatisations que vous avez. Pour le peu d'automatisation, entre guillemets, qu'on a, on a des VI qui sont relativement énormes et ça, c'est dû finalement au VI scripting. Alors, dans tous les... Ouais, dans tout ce que j'ai pu voir, notamment de DQMH, et puis je suis habitué beaucoup à travailler avec Darren Nattinger, probablement le plus fameux des scripting ninjas de ce monde. C'est beaucoup d'inat state machine, c'est-à-dire un enum qui définit les états d'une state machine et après le petit code qui convertit ça en un array d'enum qui va dans une for loop et donc une case structure après. Et c'est vraiment de la state machine et c'est vraiment décomposé en je fais ça et après je fais ça et après je fais ça et après je fais ça. Donc on se retrouve à naviguer une state machine, ce qui est quand même plus plaisant en effet que ça. Mais oui, c'est sûr que c'est beaucoup de nœuds, de propriétés, de méthodes les uns après les autres. Exact. Alors, nous, on y est allé flat.
Effectivement. Pourquoi on y est allé flat? Parce que pareil, le VI scripting, il y a un peu de documentation, il y a un peu d'exemples. C'est pas mal de laisser-erreur en réalité là, de ce que je vois. Puis on finit par enchaîner des nœuds de propriété, des nœuds de méthode. On finit par cracher la view inévitablement, et puis on recommence. Donc, au bout d'un moment, quand on est bien énervé, mais que ça finit par fonctionner, ben, ça donne ça. Et pour les ninjas du VI scripting, effectivement, enfin, on fait quelque chose de propre. Pour un outil qu'on donne, c'est un code que je considère pas forcément très propre, mais c'est pas aussi pire que ça. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on retient du développement du test identifier. Le VI scripting, ça va vous prendre beaucoup plus de temps que ce que vous pensez, je suppose, à la base. Et c'est pas si évident que ça, et ça fait du code pas beau. Voilà. Une des Cyril, choses... Oui. on se donne encore 5 minutes pour finir ta présentation et puis laisser éventuellement une petite place à quelques questions. Et puis, il y a Amaury derrière qui a sa présentation. Je te remercie. Oui. Pas de problème. Une des autres choses de VI scripting que je peux montrer ici, c'est qu'on insère par exemple un séquence contexte. Donc, on vient changer finalement le connecteur. Si votre requête des QMH avait déjà son connecteur de plein, on vient nous insérer un nouveau contrôle là-dedans. Bon, il a fallu changer les patterns. Donc, tout ça peut se faire par VI scripting. Le test identifier le fait pour vous. Donc, même si votre requête est pleine, on va pouvoir changer tout ça et puis remapper tout comme il faut. L'autre chose, c'est création d'une PPL. Donc ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. On fait en sorte qu'on la compile pour qu'elle soit compatible avec les versions de LabVIEW suivantes. Donc ça, c'est un gentil flag que vous pouvez activer au niveau de Lab Builder pour créer une PPL. L'idée, c'est vraiment d'avoir un seul VI. Juste sur la PPL, donc encore une fois, Lab Builder, etc., il y a ce petit bout de code qui est intéressant. Quand on s'est mis à créer une PPL à partir de la source distribution, finalement, la source distribution, elle est en mémoire de la view quand on fait ça. Et quasiment systématiquement, le build de la PPL nous amenait soit des liens vers des VI qui repointaient vers la source distribution au lieu de repointer à l'intérieur de la PPL, soit des crashs complets de la view. Après avoir parlé avec Darren Nattinger, qui est quand même une source d'information assez incroyable sur ce genre de choses, c'est pas mal l'app contexte en réalité qu'il faut forcer au niveau VI server. En lançant notre code par VI server avec un app contexte spécifique, on est arrivé à créer nos PPL avec des liens bien propres, bien comme il faut. Donc ça, c'est une petite notion aussi que je tiens à partager avec vous parce qu'on a passé du temps là-dessus. Voilà. Tips au passage. Et l'idée de créer une séquence testante, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir finalement un fichier séquence qui vous fait office de librairie, donc une librairie pour un module. On map toutes les I/O, on fait une sous-séquence par requête, et l'utilisateur au final ne fait plus que du testant, et il a même un endroit pour gérer ses erreurs. Donc, quand vous allez avoir des erreurs qui vont arriver dans test stand à cause ou qui sont originaires d'un module des QMH, eh ben, vous pourrez engueuler gentiment votre développeur parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Nous, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il fasse son code de gestion d'erreur. C'est lui qui ne l'a pas fait. Et au niveau de la séquence test stand, c'est pareil, c'est de l'API. Ça ressemble fortement à du VI scripting aussi. L'API test stand, pour ceux qui connaissent le fameux poster A3, il y en a pas mal. Et c'est pas mal aussi d'essais, erreurs à travers lesquels on a dû passer pour aller rajouter chacun des steps, faire les mappings, etc., etc. Donc voilà tout ce qu'il y a à peu près dans le test identifier. Le test identifier est disponible gratuitement sur VIPM. Et puis je vous encourage à l'utiliser. Et puis ça va vous permettre d'embarquer facilement vos modules DQMH dans vos développements test stand. Et voilà. J'espère que je n'ai pas marché par-dessus tes 5 minutes, Olivier. Non, il n'y a pas de problème. Je vois ta slide question. On a une question ici depuis Grenoble. Je laisse la parole à Hichem. Oui. Merci Cyril. Merci pour le tour. Il est très puissant et très utile. En fait, j'ai une petite question très simple. Est-ce qu'il y a une gestion de version entre l'outil et le QMH? Histoire, si demain, en fait, on change l'API du QMH, on arrive facilement à gérer les mises à jour.
Alors, le test identifier a été fait pour être compatible avec des DQMH 6.1. D'accord? Comme il y a une validation au début, si ton module n'est pas compatible 6.1, ta validation va te le dire, mais de toute façon, nous, DQMH 6.1 est obligatoire pour pouvoir faire tourner le test identifier. Là, on a DQMH 7 qui arrive. Et on est en train de faire des essais de portabilité pour voir si le test identifier fonctionne avec DQMH 7. Il y a des grandes chances que oui, sans y toucher. Donc là, je veux pas, on a un 90%. Nos tests sont en cours. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans DQMH, pas mal des codes d'intérêt sont tagués. Donc les VI ont un VI tag à l'intérieur. Ou alors, on a un label particulier dans le code LabVIEW. Et puis, nous, on se base sur ces tags-là ou ces labels-là pour venir mettre notre propre code à l'intérieur. Comme le travail qui a été fait par le DQMH Consortium est relativement super bon pour passer d'une version de module DQMH à une autre, en général, il n'y a jamais de breaking change très important. Donc, normalement, ça devrait pas poser de problème. Donc, pour répondre à ta question, non, on ne check pas spécifiquement la version de DQMH utilisée dans le test identifier. Mais à partir de 6.1, normalement, ça devrait être bien correct jusqu'à temps que le DQMH fasse des modifications et que nous, on ait à l'embriguer à l'intérieur. Le test identifier est compatible à Vue 2020 et plus, Testant 2020 et plus. Donc, nous, on l'utilise présentement en 2020 et 2021 sous test stand, 32 bits et 64 bits. Et ça marche comme il faut. D'accord, merci. On va peut-être prendre une dernière question. Maxime qui en pose une à propos de... Maxime, tu veux poser ta question ? Oui, simplement, donc déjà merci pour la présentation. Petite question sur la PPL qui est générée. Est-ce qu'on peut gérer soi-même le numéro de version de la PPL qui est générée quelque part? Alors ça, c'est une super bonne question. Je t'invite à mettre une issue sous GitLab. Ce qu'on a fait dernièrement, une des dernières versions du test identifier, on permet de changer les options de build de la PPL, mais pas le versionning. Donc, je te dirais que là-dessus, on a un trou dans la raquette, donc non. Tu vas pas pouvoir aujourd'hui gérer ton numéro de version. Git va venir à ton aide. Nous, on considère les PPL et les séquences créées par le test identifier comme du jetable. C'est-à-dire que quand on a une modification dans notre module DQMH, on s'occupe de rien, on roule le test identifier, on copie-colle là où et on écrase là où ça existait avant et go. C'est-à-dire que la modification, on la tag au niveau de Git et de notre séquence test stand ou de notre environnement test stand, mais on n'a pas un lien fort et direct avec la version de PPL. Mais on devrait. Donc, c'est une bonne addition. Ça marche, merci. Ok, eh ben, on va arrêter là. Juste, alors j'en profite, une petite question. Le projet, il est open source ou il est juste le GitLab est disponible pour les issues? Alors, en réalité, pour les issues, ça va être même un forum. Je parle de GitLab par habitude, mais ça va être le forum NI sur lequel on a un forum NI spécifique à ça, sur lequel on va pouvoir vous répondre. Une partie du code est open source. Et une autre partie, que c'est des choses que je n'ai pas montrées ici, qui sont vraiment comme compliquées, sur lesquelles nous, on a passé énormément d'heures. Il y a une partie qui n'est pas open source. Donc, en réalité, le test identifier est basé sur 2 LV libres. Une LV libre complètement ouverte et une LV libre qui est protégée par mot de passe. Ok. Eh ben, merci pour ces dernières infos. Super présentation.